devdevdev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Bien, écoutez, bonjour et bienvenue dans ce 49e épisode de devdevdev.net. Alors aujourd'hui, on a un épisode qui est très orienté data, puisqu'on va parler de Microsoft Fabric. Mais avant d'accueillir mes invités, alors je tenais tout d'abord à m'excuser auprès de tous les auditeurs si vous avez eu 2 mois d'absence de podcast. Parce que j'avais rien publié. Tout va bien, je ne suis pas mort, j'ai juste eu de gros travaux chez moi, et donc la journée je travaillais et le soir je faisais des travaux, donc ceci explique cela. Donc voilà, tout va bien. Donc pour reparler de data et de Microsoft Fabric, je reçois deux spécialistes dans le domaine. Tout d'abord Marie Aubert, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP Data Platform depuis 3 ans, consultante et formatrice chez Next Decision. Et également Charles-Henri Sauget, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP Data Platform depuis 2014, consultant chez Insiders, donc freelance depuis 1 an, 2 ans, je sais plus. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué, d'accord. Et donc, si je vous ai invité, c'est que vous êtes reconnu donc, en tant que MVP sur la data platform. Vous animez également un podcast consacré à ce sujet qui s'appelle l'addition. Et vous avez également un livre, je crois, qui est en préparation, ou qui est déjà paru, excusez-moi, donc qui s'appelle... S'appelle Microsoft Fabric, le guide complet, et qui effectivement est paru, alors qu'on a coécrit Charles-Henri, moi et Mathieu Roy, et qui est sorti début avril, disponible sur Amazon. D'accord. Et on recevra tout à l'heure, s'il arrive à trouver la porte, Christopher Maneux, qui lui est Principal Advocate Data Engineer et Analytics chez Microsoft France, et qui lui aussi va faire paraître, lui il n'est pas paru, comme tu le disais, Charles-Henri, et va paraître un livre aussi sur Microsoft Fabric. Voilà, donc la première chose, moi je suis un bête développeur, et donc moi tout ce qui est data, tout ce qui est Power BI, etc. Je vois ça un petit peu de très loin. Alors Microsoft Fabric, si je ne m'abuse, c'est relativement jeune, ça a moins d'1 an. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me présenter ce que c'est? Un petit résumé, puisqu'on ira dans le détail par la suite. Marie. Et effectivement, donc, donc Microsoft Fabric s'est sorti en preview en mai l'année dernière, annoncé à la build de l'année dernière, et puis en general availability en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, ça a moins d'1 an. Pour faire court, l'idée c'est de se dire qu'avant Fabric, on avait en tout cas pour la data un certain nombre de produits avec un certain nombre de portails associés, etc. Et l'idée de Microsoft Fabric, ça va être de réunir toute une plateforme de données, donc qui va pouvoir aller de l'ingestion des données jusqu'à la restitution, en passant par plein d'autres choses, au sein d'une même plateforme unifiée d'un même portail. Donc voilà, donc l'objectif premier, c'est vraiment de se dire qu'on va réunir des profils d'utilisateurs différents, donc des développeurs aussi, des data engineers, des data analysts, des data scientists, etc., au sein de cette même plateforme, et qu'on va leur permettre à tous, avec un certain nombre d'objets et d'items, parce qu'on voit un peu, Charles-Henri et moi, Microsoft Fabric comme une grande boîte à outils, tu vois, où tu aurais tout ce dont tu as besoin dedans, et qu'on va permettre à chacun d'aller exploiter les données selon ce qu'on a besoin d'en faire, selon ses usages. Pour une première grande définition. Ouais. Charles-Henri, tu avais quelque chose à rajouter? Juste un mot pour dire que c'est une solution SaaS du coup qui capitalise un peu sur le succès de ce qui avait été la révolution Power BI à l'époque. Donc Microsoft qui se dit tiens, on croyait pas trop en nous quand on a fait Power BI. À l'époque, il y avait des gros concurrents type Tableau, ClickView, et les concurrencer avec SSRS, ça semblait quand même être une aventure.
Donc, Microsoft sort Power BI. Au début, pas mal de gens qui râlaient en mode ah, ça marche pas, c'est très loin derrière la compétition, ils n'arriveront jamais à rattraper la chose. Au final, ils ont quand même pas mal retourné la situation. Les utilisateurs très contents d'utiliser un portail en mode self-service, en mode SaaS, en mode compréhensible pour eux. Pas de gestion d'infrastructure. Et donc là, l'idée, c'est de dire, bon, bah, si Power BI ça marche, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas toute la boîte à outils de la data à l'intérieur, dont des choses très compliquées comme des moteurs Spark, des parties de machine learning et d'IA qui peuvent être des fois un peu complexes à maintenir. Oui, donc ça permet, j'allais dire, aux différents utilisateurs, parce qu'il y a différents utilisateurs, d'avoir quelque chose qui est unifié, au lieu de se dire, tiens, il faut que j'ouvre, je sais pas moi, SQL Server, et puis après, il faut que j'ouvre Power BI, etc. D'aller un petit peu à gauche, à droite, et puis d'avoir un apprentissage qui n'est pas forcément simple. Au moins là, on a quelque chose de centralisé, quoi. Exactement, et ça va même jusqu'à la notion de catalogue, c'est-à-dire que tu parlais d'SQL Server, et c'est intéressant parce que quand tu commences à avoir des bases de données analytiques dans l'entreprise, tu peux te dire, je me connecte à quel serveur, où sont les données, qu'est-ce qu'il y a comme table de disponible, et la documentation, elle est où, et c'est alimenté comment. Avec Mhm. Fabric, l'idée, c'est qu'il y a un catalogue global, et donc du coup, tu te connectes et tu as accès à toutes les tables de l'entreprise en termes de vision, et tu peux demander l'accès concret aux données si jamais on veut bien te l'accorder. Donc ça permet d'avoir un point de terminaison un peu centralisé et pas de se poser la question, mais où est le serveur en question? D'accord. Et puis tu te connectes, via ton groupe enfin via ton authentification, SSO là, donc avec, Entra ID nickel et tu pas besoin de gérer, une tonne de connexions, de passwords, de choses différentes et du coup là aussi c'est vachement unifié, simplifié finalement. Oui, et même pour les administrateurs, justement, ils savent que c'est toujours au même endroit qu'il faut aller pour gérer ce genre de choses, quoi. C'est Et ça. il y a cette volonté un peu du produit qui est de changer un peu certains paradigmes. Tu parles d'administrateur, donc ça me fait rebondir. Ça suit vraiment la logique de Power BI où l'optique de Microsoft, c'est aussi un peu de désiloter cette organisation en disant vous n'êtes pas forcément administrateur pour donner des permissions. Vous n'êtes pas forcément l'équipe data de l'entreprise pour créer de la donnée et pour créer des tables et pour créer des bases SQL et pour faire des choses comme ça. C'est vraiment, il y a cette approche très décentralisée dans l'âme. On n'est pas obligé de la garder décentralisée, mais c'est quand même très ancré dans l'architecture de l'application. Là, tu es en train de me dire que même par exemple, les gens du business peuvent très bien se dire, tiens, je vais gérer une partie des autorisations et de la structure de mes données. Pour peu que Carrément, tu et c'est leur aies même donné accès, ouais. c'est le souhait. Parce que qui mieux que le business sait qui peut accéder aux données. Moi, le fait que tu aies l'IT qui se garde ce précaré, alors que qui est moins bien placé que l'IT pour savoir si les personnes ont accès aux données de la finance ou pas. Ceux qui savent, c'est ceux qui sont dans la finance. C'est pas l'IT qui va savoir si tu as accès aux tables de l'ERP. Te fâche pas, te fâche pas. Voilà, on rentre sur un sujet, Ah ben on a justement Christopher qui nous a rejoint. Salut Christopher. Oui, alors c'est mieux avec un micro. Et c'est le double mute. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Oui, du coup, tu m'as fait perdre là où on en était. On en était justement oui, que le business pouvait lui-même créer ses propres tables, gérer ses propres autorisations, etc., quoi. Et donc, vous étiez en train de dire que c'est un petit peu le but, quoi. En tout cas, ça fait partie des choses possibles et c'est certainement une des choses souhaitables à un certain niveau. Après, l'organisation de chaque entreprise est différente, mais si on peut décentraliser, on enlève pas mal de soucis inhérents à la gestion d'une plateforme de données. Oui, mais Un peu comme Pardon. non, non, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de développeurs où ça va enfin d'IT où ça va leur faire peur. Déjà qu'on leur a retiré tout ce qui est infrastructure en allant sur le cloud. Si en plus on leur retire encore d'autres précarés, ils vont faire la gueule. Après, si la seule chose que ton IT avait comme intérêt, c'était de donner des permissions sur des tables ou sur des bases de données, il y a peut-être moyen de leur trouver un boulot. On peut former les gens, il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir faire du Fabric dans l'absolu, il n'y a pas de souci.
Ok, alors, donc voilà un petit peu la big picture. À l'intérieur de Fabric, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Les données, elles sont où? Et qu'est-ce qu'on en fait? Marie, t'as pas Les, parlé. les données, les données, elles sont dans l'entreprise, enfin partout où elles peuvent se trouver dans l'entreprise. Tu vas pouvoir les ramener dans Fabric, donc tu vas pouvoir gérer toute l'ingestion de données dans Fabric. Ça, c'est un premier point. Tu vas pouvoir les stocker sous via différents modes de stockage. Donc, tu vois, dans Fabric, on va parler de Lakehouse, de Data Warehouse, de base SQL, etc. Mais ce que disait Charles-Henri, c'est que tu vas retrouver quand même l'intégralité de cette vision des données dans OneLake, qui est un petit peu le catalogue de données de Fabric. Et puis après, tu vas pouvoir adresser des usages très différents. Donc, tu vas pouvoir adresser des usages de machine learning, de data science, pourquoi pas. Tu vas pouvoir retrouver toute l'expérience Power BI, donc sur du reporting, de la BI un peu plus traditionnelle. Et puis, tu vas pouvoir aussi faire tout ce qui va être real-time, des choses comme ça. Donc, tu vas vraiment avoir une plateforme qui va te permettre d'adresser des usages qui gravitent autour de la data assez différents et pour lesquels avant c'était compliqué en fait d'arriver à se connecter, à avoir les bons droits, les bons accès, etc. Donc là, c'est vraiment la volonté que ce soit plus simple et tout au même endroit. Mhm. Charles-Henri, tu voulais rajouter? Non, pas grand-chose. J'attends d'entendre. Je suis pressé d'écouter Moi aussi. Christopher. Sa belle voix me manque. Tu me disais, les données, elles sont stockées dans le OneLake. Une question bête et méchante, au niveau performance, le OneLake, qu'est-ce que ça donne par rapport à, je sais pas, à des outils entre guillemets traditionnels de base de données ou je prends par exemple avec Cosmos DB ou ce genre de choses. Alors, c'est pas une question facile. Tu veux répondre, Christopher? Je te sens Je te motivé. sens chaud, je te sens chaud là. Ah bah, je peux prendre cette patate chaude si vous voulez. Il y a, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Parce que ça dépend de ce qu'on veut faire. OneLake, c'est un endroit qui a été créé pour rassembler toutes les données d'entreprise dans le but de faire de l'analytique. Donc, si on veut avoir une base de données opérationnelle branchée à un site internet qui va répondre en moins de 10 millisecondes, etc., C'est pas bon, fait pour. bah, on reste sur Cosmos DB. Voilà. Oui. Mhm. On a du mirroring, ça veut dire qu'on est capable d'avoir une base de données Cosmos DB qui est hébergée dans Azure, qui envoie une copie des données en temps réel dans le OneLake pour pouvoir faire l'analytics. Mhm. Et là, du coup, versus faire l'analytics directement dans Cosmos DB, on aura de meilleures perfs, puisque pour celles et ceux d'entre vous qui ont fait du Cosmos DB, dès qu'on essaie de faire des requêtes un petit peu complexes dans Cosmos DB, ou qu'on n'a pas le schéma de données dans Cosmos DB qui est adapté aux requêtes que l'on souhaite faire, on peut avoir des performances / un coût de Cosmos DB qui se dégrade vite. Ouais, si on n'a pas le bon schéma, si on n'utilise pas des vues matérialisées, enfin il y a quelques si, mais voilà. Si on compare des choses qui sont plus proches de Fabric, donc typiquement si on compare à un data lake qui serait stocké dans un Azure Data Lake versus la même table qui est stockée dans Fabric, on a des performances qui sont similaires en termes d'accès stockage. Mhm. Il y a OneLake rajoute une toute petite surcouche au Azure Data Lake. Donc, il y a un petit bout de performance qui est perdu, mais c'est vraiment négligeable. Et après, on peut éventuellement gagner en performance sur les moteurs, puisqu'on a plusieurs moteurs qui tournent dans Fabric. On est en train de les améliorer. Et donc, potentiellement, on pourrait gagner de la performance en fonction de ces cas d'usage, parce que on avertit parquet, enfin, je pense que vous n'en avez pas encore parlé, Marie et Charles-Henri, j'arrive en cours de route. Donc voilà, on peut avoir de très bonnes performances, ça dépend de ce qu'on fait. Si c'est pour de l'analytics, on peut avoir des choses qui sont plus performantes que ce qu'on avait avant dans l'écosystème Microsoft ou ce qui existe sur le marché. Pareil, en fonction de ce qu'on fait, de notre volumétrie de données, etc., etc. Mhm. Et oui, au niveau volumétrie, hein, enfin, c'est un data lake, c'est illimité, quoi. Oui, alors c'est illimité, c'est effectivement
peut voir sur certaines slides. Est-ce qu'il y a une vraie limite? Bah oui. À un moment donné, les data centers Azure ont ont une certaine limite. Même si on a annoncé il y a quelques semaines un petit investissement de 4 milliards en France, dont 2 qui servent juste à construire un data center en France. Donc on aura plus d'espace de stockage en France dans quelques années. Mais en effet, c'est fait pour scaler. Donc théoriquement, il n'y a pas de limite. Après, si tout est stocké, tous les œufs sont dans le même panier, si vous avez une seule table, voilà, en fonction des opérations que vous faites dessus et des tables que vous faites dessus, pour des bases de données qui vont jusqu'à quelques terras, on est relativement confiant. Quand ça va au-delà de la centaine de terras, là, voilà, il peut y avoir Mm. une différence. Ça arrive pour des très très grosses entreprises, pour des cas d'usage très particuliers. Voilà, si on a une table avec toutes les ventes qu'a fait une entreprise multinationale et pour X raisons, tout doit être dans la même table. Voilà, mais pour les trois quarts des organisations, elles ne devraient pas toucher ce type de limite. Par contre, il y a également une autre question, toujours par rapport à OneLake. Bon, on parle souvent de Cosmos DB pour la réplication entre les différentes régions. Moi, j'ai une société là qui est un peu partout dans le monde, qui est à Singapour, Paris, Los Angeles, New York, etc. Au niveau, quand on fait, j'allais dire, du Power BI dessus, est-ce que les données doivent être répliquées ou est-ce que enfin, comment ça se passe dans un domaine comme ça distribué? Alors, c'est pas nativement distribué partout. Ça va être un choix. On va pouvoir faire des choses. Il y a des options, il y a des fonctionnalités pour faire ça. Par défaut, en fait, ta donnée, elle est stockée sur un espace de travail. Cet espace de travail, il est attaché à une capacité et cette capacité, elle est attachée à une région. Donc, du coup, tu vas pouvoir choisir la région dans laquelle c'est. Ensuite, il y a des options qui se configurent surtout sur la partie Power BI. Sur la partie OneLake pure, je ne crois pas que ça soit sorti déjà le multi-région. Christopher, toi qui as On plus la peut tête dans faire la roadmap que moi. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est faire des liens, des shortcuts entre des parties de OneLake qui sont stockées dans une région et des parties de OneLake qui sont stockées dans une autre région. Donc, ta société, Richard, dont tu parlais, elle pourrait avoir une capacité fabrique dans chacune de ces régions, à Los Angeles, à Paris, etc. Et puis le siège, admettons que le siège soit à Paris, pourrait faire une requête qui va aller lire des données qui sont stockées à Los Angeles, qui sont stockées à Paris, qui sont stockées en Asie, au sein de la même requête SQL. Voilà, ça c'est possible. Il faut l'activer parce que ça a plusieurs implications de faire ça. Il peut y avoir des lois locales qui interdisent le transfert de données personnelles d'une région à l'autre. Donc par défaut, c'est pas activé pour ça. Il y a un deuxième impact, c'est le coût, puisque tu vas payer le trafic sortant de la région. Donc voilà, si tu fais une requête par mois pour faire le bilan à la fin du mois, ça va peut-être. Si tu fais 500 requêtes par jour, il faudra peut-être faire effectivement des copies de données pour avoir un workspace central dans une seule région qui contient une copie de toutes les données du monde. Après, on ne sera pas dans le même niveau de service dont tu parlais avec Cosmos, où là, tu as vraiment une application de la donnée à chaque endroit. Là, on est sur le compute qui va être localisé et la donnée qui restera jusqu'à ce qu'elle soit copiée, si je ne dis pas de bêtises, dans la région initiale. Après, tu peux aussi imaginer un autre cas de figure où les données elles sont propres à chaque région, mais que le reporting est le même pour chacun. Et dans ces cas-là, c'est juste le template du reporting qui est balancé entre les régions, quoi. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Idéalement, si on est vraiment sur la couche reporting, il y a la possibilité d'avoir du multi-région. Ça coûte un petit peu, mais ça se fait. Ok. Côté Power BI. On parlera pognon sur la fin, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui. Moi, j'ai eu une petite surprise à ce niveau-là, mais bon. Alors, faut pas être surpris. Ouais, faut pas être surpris, ouais.
Bien, pour continuer, donc vous m'avez dit, à chaque fois vous me dites on peut faire plein de choses, etc. Pour ce qui est de l'ingestion des données, moi j'en suis resté à mon bête SSIS. Il y a d'autres solutions, ou alors, je sais pas, il y a un Bistock intégré. Bon, je reviens avec les vieux trucs, moi. Après SSIS, tu avais eu Azure Data Factory quand même. Ouais. Et du coup, dans Fabric, tu vas retrouver quelque chose qui ressemble beaucoup à Azure Data Factory. D'ailleurs, l'expérience Fabric s'appelle Data Factory. Et là, tu vas retrouver la possibilité de faire des pipelines, de copier tes données, de faire un certain nombre de choses. Donc, tu as une première logique comme ça qui va plutôt être une logique ELT pour le coup, chargement des données en premier. Et tu retrouves aussi la logique de Power Query qui était déjà dans Power BI. Donc, tu vas retrouver Power Query au sein des data flows. Pour le coup, l'objet s'appelle comme ça, avec une logique un peu plus transformation des données avant le chargement. Mais donc, déjà, tu vas retrouver ces deux grands objets, ces deux grandes expériences qui vont te permettre de charger tes données dans Fabric. D'accord. Et juste une question, ça se fait dans les deux sens? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir un export entre guillemets des données qui ont été transformées en provenance d'un petit peu de partout qui sont dans le OneLake vers bêtement vers ma base de données SQL ou ce genre de choses? En fait, Oui, derrière OneLake, tu as un point de terminaison en fait, que tu vas pouvoir attaquer sur d'autres outils que Fabric. Donc, ouais, tu vas pouvoir aller chercher et t'aller Mhm. ajouter. ça c'est pour aller Aller chercher. Par chercher. contre, tu as aussi des destinations dans Data Factory, tu as des destinations qui sont autres que l'environnement Mm. Fabric. Tu peux écrire dans une base SQL, en Mm. l'occurrence Mhm. Azure SQL en particulier, tu peux écrire assez facilement. D'accord. Et alors Tu- justement, oui, Je vous voulais voulez rebondir sur un point dont tu as parlé. Tu parlais d'SSIS. Est-ce que tu faisais partie des développeurs qui développaient du SSIS avec une script task et puis tu partais d'une script task en C# et puis tu redéveloppais tout en C# ou tu faisais vraiment du SSIS? Non, je faisais pas de SSIS. Ah, parce que c'est vrai que c'est une chose qui a beaucoup manqué aux développeurs quand Azure Data Factory est sorti. La première chose que voulaient faire les développeurs, c'était lancer du code. Moi, le premier. Oui. Du coup, une des seules options, enfin, non, il y avait deux grosses options. La première, c'était Azure Batch. Alors, ceux qui faisaient ça, c'était lancer un cluster Windows ou Linux pour lancer du code. Bon, bref. Ou Azure Function. Donc, on avait ces options-là. Là, dans Fabric, il y a un truc qui est merveilleux quand même vis-à-vis de ça, c'est qu'on a un gros support des notebooks qui permet de faire du Python nativement sur la plateforme. Donc, ça Mhm. veut dire que là, on a tout le monde du Python qui est inhérente à une grosse partie du travail qu'on va faire sur Fabric, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'ici dans les produits classiques. D'accord. Donc là, on va pouvoir faire du code pour de vrai, pour faire de la data à base de Python, par contre. Et il n'y a pas une fonctionnalité, parce que justement au niveau des transformations, des fois on a des transformations qui sont vraiment complexes et empiler des petites cases et des triangles et des ronds, ça suffit pas forcément. Là, moi, j'ai envie de mettre du code qui part. Est-ce qu'il y a une possibilité? Bah, justement, Mais pas en avec du Python. Python. Il y Ah, a- tu veux parler des data fonctions, Fonction. Ouais. Christopher J'allais déjà dire que il faut regarder le prochain blog post qui va être publié. Tous les mois, on publie un blog post avec les updates de la plateforme, Mhm. Mhm. qui est assez conséquent chaque mois. Et sur ce sujet-là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans le prochain blog post, mais je ne peux pas en dire plus que ça. Ah, Euh, oui, et qui et, paraîtra quand? Juste parce que comme les gens vont je- peut-être écouter ça dans 2 mois, un petit donc peu plus tard, il doit paraître, j'ai plus la date exacte en tête, début août normalement. d'accord, De mémoire, première semaine d'août. d'accord, ok. Effectivement, Charles-Henri, tu parlais des data functions. On a annoncé à Build un certain nombre de choses, qui rapproche un petit peu Fabric des devs. Voilà. Mhm. La première chose qu'on a annoncé, c'est des API GraphQL. Donc en fait, tu vas pouvoir exposer des données qui sont dans le OneLake sous forme d'API GraphQL. Et donc ça, c'est très pratique pour des devs. Alors, on pense souvent aux devs front web, mais un dev .NET
à tout ce qu'il faut pour pouvoir attaquer ça. Et puis, on a annoncé, de mémoire, un sneak peek, les data functions, où en fait, on va pouvoir écrire du code, cette fois-ci C#, à l'intérieur de Fabric, qu'on va venir lancer à diverses occasions. Donc, on pourrait le lancer dans un pipeline, Data Factory, dont parlait Marie tout à l'heure. On pourrait le lancer dans un notebook. On pourrait le lancer à d'autres moments. Donc, quand il se passe quelque chose dans Fabric, on va pouvoir lancer son petit bout de code qui éventuellement inclut ses propres librairies. Soit des librairies qu'on a récupérées sur NuGet, soit on a une Librairie petite métier, assembly, ouais. une Ouais. métier qui fait un calcul X ou Y en dur, en procédural ou une petite IA qui tourne. En Onyx, par exemple, ça peut se faire aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochains mois. Si on va sur le site de Build, il y a une session où on voit une petite vidéo pour voir à quoi ça ressemble et l'expérience de dev qu'on a avec Visual Studio Code. Et ça arrivera dans les prochains mois en public preview. D'accord. Ouais, c'est un branchement d'une Azure Function, quoi. Ça ressemble très fortement à une Azure Ah, une Azure Function. Function. D'ailleurs, on utilise le SDK Azure Ouais, Function ouais, j'imagine. pour développer. D'accord. C'est IAVS Code pour Mm. rester dans le domaine qui plaît bien. Ouais, ok. devdevdev.net. Richard Clark. Il y a une autre chose aussi qui est un petit peu qui est à la mode en ce moment, là, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Quand on a beaucoup de données, on se dit, eh ben, on va pouvoir les exploiter et puis faire des choses autour. Est-ce qu'il y a des capacités de machine learning, de- d'apprentissage sur les données qui sont dans Fabric, ou est-ce qu'il faut se brancher sur le Azure Machine Learning traditionnel? Marie, tu veux dire quelque chose ou ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu? Bah, donc oui, du coup, tu vas trouver ce qu'il faut dans Fabric. Je disais tout à l'heure que Fabric est organisé en expérience. Donc, tu as une expérience qui s'appelle Data Science où tu vas retrouver du machine learning et tout ce qui va bien pour faire de la data science. On en parlait, on a fait un petit événement début juillet à Paris. On en parlait avec d'autres qui ont plus l'habitude que nous de traiter ces sujets-là et qui nous disaient qu'effectivement, ils arrivaient à commencer à faire pas mal de choses, notamment avec les notebooks, avec du Python, avec tout ce que tu vas pouvoir trouver dans Fabric, et que, il restait quand même Azure Machine Learning qui faisait des choses qu'on ne retrouvait pas encore dans la plateforme, donc qui n'est pas encore au niveau d'Azure Machine Learning, mais en tout cas, ouais, tu peux faire des choses. Mhm. Vous voulez rajouter quelque chose, Charles-Henri, là-dessus, ou... Ah, là où c'est très fort, c'est surtout aujourd'hui sur la partie intégration Spark. On a une grosse expérience Spark avec les librairies SynapseML aussi qui sont plutôt bien faites de la part de Microsoft. Ça permet de faire pas mal de choses en batch, d'inférer pas mal sur les données qu'on va avoir dans notre data warehouse Lakehouse. Ce qui va nous manquer côté dev, c'est tout ce qui est mise à disposition d'un endpoint. Alors, il y a GraphQL qui arrive, comme le disait Christopher, mais vraiment d'un endpoint où on puisse rajouter notre petite fast API au-dessus ou un petit truc que les data scientists aiment bien bidouiller dans. Non, pas dire bidouiller, c'est pas gentil. Enfin, un endpoint HTTP qui soit directement consommable. Ça, aujourd'hui, ça fait pas partie de la boîte disponible. Mais sinon, on peut déjà entraîner ces algorithmes. Il y a toute une facilitation au travers d'une intégration d'MLflow dans des expériences qui permettent de suivre la qualité des modèles et des modèles, justement, qu'on peut directement matérialiser. Donc, faut vraiment voir le côté très user-friendly de Fabric autour de ça. C'est-à-dire que de ma fenêtre, j'ai un peu l'impression qu'ils sont en train de mettre le doigt, vraiment comme dans l'époque de SSRS versus Power BI. Là, c'est un peu la data science
qui devient aussi beaucoup plus simple et beaucoup plus orienté utilisateur que l'était le sujet il y a encore quelques temps. Mhm. Et c'est pas encore frais, quoi. Enfin, c'est encore frais, quoi. Il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui sont manquantes. Après, c'est une plateforme SaaS qui est très large. Il y a une histoire que je raconte beaucoup parce que je travaillais dans une entreprise assez importante il y a quelques temps. Quand je te disais que c'était compliqué tout à l'heure, c'était un peu lié à ça. Et dans cette entreprise, on a décidé de fabriquer une plateforme de données sur AWS from scratch. Mhm. Eh bien, ça m'a donné beaucoup de recul sur ce que c'était qu'un produit mature et un produit pas mature, ou un truc frais et un truc pas frais. Il y a un investissement qui a été conséquent. Avant que la solution soit aussi fraîche que Fabric est aujourd'hui, ils ont encore un petit peu de boulot. Donc, dans une certaine mesure, il y a beaucoup de choses qui tournent. Il y a un support qui existe, il y a un SLA, il y a une solution qui rend un service qui fonctionne. Il y a des choses qui manquent. Bon, ça aurait été étonnant en même temps qu'ils sortent tous les besoins, qu'ils dépilent le backlog global de tous les besoins de Ouais. toutes les entreprises du monde. d'un coup. Ouais, je vous rappelle que quand Azure est sorti des premiers mois et qu'on voit ce que c'est devenu actuellement, il y a vraiment eu des grosses évolutions, quoi. Clairement. Je vous rappelle, on n'avait que les web apps au début, quoi. Et les blobs. Et SQLDB, qui est un des premiers services à être sorti aussi, Azure SQLDB, rapidement. Oui, mais t'es pas là au début. Bon, enfin, bref, Mm. s'en fout un peu. Bien, dans les autres choses qu'on peut faire avec Fabric pour les développeurs, vous me disiez qu'il y avait Power BI Embedded. Ouais. Donc l'idée avec Power BI Embedded, c'est de pouvoir, si je ne m'abuse, intégrer directement entre guillemets, ces rapports à l'intérieur de ces applications. C'est ça. Alors, c'est quelque chose que tu avais déjà avant Fabric, enfin, qui existe depuis longtemps dans Power BI, mais effectivement, ça va être la capacité à ne pas juste exposer ton rapport ou même tout simplement ton visuel Power BI dans le service Power BI, donc aujourd'hui Fabric, et d'aller plutôt l'incorporer dans un site tierce, dans tes applications, etc. Donc, vraiment, cette capacité à aller enrichir autre chose avec ton rapport Power BI, ouais. Et là-dessus, je vais faire un appel aux développeurs parce que moi, c'est une grosse partie de mon activité aujourd'hui. J'ai plus de la moitié de mon activité en tant que consultant, c'est d'aider les entreprises qui font du Power BI Embedded euh, sur des startups scale-up ou même des grosses entreprises, mais c'est surtout intéressant sur les petites structures qui se sont frottées à essayer d'intégrer dans leur application des librairies de visualisation graphique fait maison. Alors, on se base sur des trucs Chartio, on essaye des librairies JS, il y en a des milliers, des Angular, des React, on ne sait plus trop, et du D3JS, les devs, ils sont refaits parce qu'il y a de quoi vraiment s'amuser un petit peu, on teste des choses, on fait des choses, on fait le graphique générique qu'on vient surcharger pour afficher spécifiquement un truc, parce qu'après, il faut gérer l'interaction entre les différents éléments de la page, et puis Et pouf, ça marche pas. et du coup, c'est 2 millions de story points là où on pensait en passer 8. Donc, bon, c'est tout un sujet. Il y a la gestion du cache, il y a la donnée, si elle est dans des bases transactionnelles en dessous et qu'on commence à faire des requêtes analytiques directement sur la base transactionnelle, le site commence à tomber. On dit, ah, ouais, la page web est bien, le graphique, j'aime bien, mais par contre, dès qu'il y a quelqu'un qui se connecte dessus, il n'y a plus personne qui peut passer une commande, donc c'est pas pratique. Donc, du coup, le fait d'avoir un Power BI Embedded, ça permet de gérer ça. On importe les données, on en fait un modèle. Et Fabric, ça va encore plus loin. Ça nous permet vraiment d'avoir toute cette étape d'ingestion, de transformation, de nettoyage. Et donc, c'est là où ça a une valeur ajoutée encore supplémentaire. C'est qu'on a étendu ces capacités d'embedded pour aller aussi sur les étapes en amont. Et c'est vraiment une belle solution pour faire de l'intégration dans les applicatifs avec une gestion du cache, avec des temps de réponse qui sont bons et avec un niveau de customisation que des fois on n'imagine pas en termes de dev. Moi qui aime bien faire du dev historiquement, je suis toujours impressionné par le fait qu'on puisse encapsuler vraiment un graphique
un seul élément avec une interaction depuis des items qui sont nos propres boutons, nos propres contrôleurs qui sont ceux de l'application. Donc, on conserve le look and feel de l'application. Donc, il y a des choses à faire qui sont très fun. Oui, ça évite de réinventer l'eau chaude, quoi. Mais ça plaît pas à pas mal de développeurs, surtout ceux qui s'appellent architectes, parce qu'ils sont sûrs de pouvoir réinventer l'eau chaude. Et puis, il y a un Bien. lock-in, par contre, qui est important, du coup, en contre-coup de la facilité. Si jamais vous décidez d'arrêter la relation avec Microsoft, c'est la tristesse. Mais bon, ça, c'est... Ok. Bon, je pense. Qu'est-ce qu'on pouvait voir d'autre sur Fabric? Vous aviez d'autres sujets bien particuliers? Oui? plein. Plein, oui. Oui, mais pour ça, on va écouter votre podcast, non? On a plein d'autres Bah, choses. on peut pas, sur la partie dev, on peut parler d'un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la gestion du temps réel, qui est quand même un beau morceau, qui est un peu comment on dit, un truc qu'on traîne depuis longtemps, là, une sorte de légende qu'on traîne dans le milieu de l'informatique depuis longtemps sur la partie données, où on dit oui, le mode batch c'est bien, mais le mode streaming, ce serait cool de l'utiliser. Mes premières sessions sur le streaming, ça date un petit peu, et avec EventHub Stream Analytics. Et on n'est toujours pas dans quelque chose d'extrêmement démocratisé. Fabric a largement simplifié ça. La partie temps réel, elle est plutôt fonctionnelle. En termes de facilité d'utilisateur, elle est extraordinaire. Et ça permet très simplement, en quelques clics, de provisionner un point de terminaison EventHub, AMQP ou Kafka pour que les développeurs puissent venir écrire directement dans Fabric en temps réel. Donc là, on va recevoir les événements, on va pouvoir faire de l'ETL en temps réel. On va pouvoir modifier, éclater par exemple le JSON, qui est le premier truc qu'on fait quand on reçoit des messages à première vue. On va pouvoir garder que certains types de messages. Tout ça toujours sur les mêmes capacités managées par Microsoft et uniques que sont celles de Fabric. Et on va pouvoir écrire ensuite dans un système, soit en temps réel, dans un modèle sémantique et y accéder, soit dans un lakehouse, et puis pouvoir faire des analyses plus tard en mode un peu plus batch si on veut. D'accord. Oui, donc on peut écrire directement et se passer, entre guillemets, enfin, tout dépend des scénarios qu'on a à faire, c'est de se passer d'une base de données, entre guillemets, temporaire, quoi. On peut faire ça, et puis surtout, on peut consommer ce stream directement pour en faire des visuels qui soient interactifs. Donc, le fameux rappeur que tu as mis en Power BI Embedded, il peut taper sur ton temps réel et afficher les 25 dernières ventes et le montant pour pouvoir faire plaisir au PDG qui veut voir les ventes en temps réel. Bien. S'il y a une dernière chose que je voulais savoir, c'est concernant, alors, on va dire le licensing plutôt que de dire la facturation, mais comment ça se passe? C'est parce que c'est souvent dans Azure, il y a des choses qui sont plus ou moins obscures au niveau de la facturation qu'on a du mal à comprendre. Je pense notamment à tout ce qui est les bases de données SQL Azure, où il y a des concepts qui sont un petit peu. Oui, oui, oui. Ça, il y a quoi? Il y a 4 tiers différents, ça va? Enfin, non, il y a 4 catégories, des tiers pour certains, du VCore. Bon, ça Oui. va. Laisse tomber. Comment ça se passe avec Fabric? Qui est-ce qui veut répondre? Christopher? Marie? Je peux faire une première partie, mais Ouais. vous aurez les commentaires de Marie et Charles-Henri. Sur le principe, c'est très simple. Sur le principe, on paye deux choses. On paye le stockage au giga qu'on stocke sur OneLake. Le prix est sensiblement le même qu'un ADLS Gen 2 d'aujourd'hui, et donc varie légèrement d'une région à l'autre, mais bon, globalement, c'est à peu près la même chose. Et ensuite, on va payer une taille de tuyau. On va payer des capacity units. Donc, il y a différentes tailles. On va de F2 à F2048. Et à chaque fois, ça double. Donc F2, F4, F8, F16, F32, etc. etc. Et en fait, cette taille de tuyau, ces capacity units, vont nous autoriser à dépenser
la monnaie de fabrique, qui sont les CU secondes. Et donc pour un traitement, voilà, si un traitement consomme 8 CU secondes, eh bien en fait, il faudra avoir une F2 qui tourne pendant 4 secondes pour le payer. Je dis bien pour Mhm. payer, parce qu'on a des choses, mais on va peut-être pas rentrer dedans parce que ça nous prendra un petit peu de temps, mais du smoothing et du bursting, qui en fait nous permettent de temporairement élargir la taille de notre tuyau, pour, exécuter des choses plus rapidement ou différer un petit peu dans le temps, le paiement. En fait, l'idée, c'est que quand toute l'équipe arrive le matin et que tous les devs lancent les requêtes, qu'on ne se retrouve pas face à un mur, parce que tout le monde essaie d'utiliser la capacité, alors que de midi à 14h, personne ne va utiliser la capacité qu'on a démarré. Mhm. Donc on lisse un petit peu la facturation. Voilà, je reste simple sur ce sujet-là. Donc sur le principe, c'est celui-là, c'est assez simple. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est de se dire, ben voilà, j'ai 25 gigas à stocker, je vais faire 4 traitements, combien ça va me coûter en CU secondes? Combien l'utilisation de mon notebook, voilà, je vais runner mon notebook. Dans le notebook, je transforme une colonne, de la casse normale à, tout en majuscule et puis je fais une addition. Combien ça va me coûter? Là, c'est compliqué de répondre à la question, à part d'exécuter le code sur une De- capacité et de voir combien elle a, de voir combien elle a consommé, quoi. D'accord. Ouais. Après, c'est aussi compliqué que demander à quelqu'un combien de cycles CPU va coûter l'exécution d'un script C#. Mmh. Euh, et c'est un des avantages du nouveau pricing qui arrive avec Fabric, c'est que tu as une approche capacitaire. Ça veut dire que là, il y a la possibilité d'allumer, comme le disait Christopher, une capacité et de ne pas dépasser finalement. Enfin, on a des histoires de pouvoir dépasser parce qu'on nous prête de l'argent, mais globalement, si on touche à rien, et ben, si on dépense trop, on a la possibilité d'avoir le service qui arrête de fonctionner. Ce qui n'est Mhm. pas une fonctionnalité qu'on a sur Azure Data Factory, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que sur Azure Data Factory, si jamais j'ai envie de claquer 1 million d'euros, bon, va falloir faire des trucs bizarres, mais on pourrait théoriquement. Alors que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du coup du délai, on va avoir la machine qui va arrêter de fonctionner pour payer cette dette que Microsoft va nous avoir allouée dans une certaine mesure. Donc, il y a vraiment ce côté un peu sécurisant, moi, que mes clients aiment beaucoup en termes de pricing, qui est, il y a un moment donné, je sais combien je paye à la fin de la journée ou à la fin du mois. Mhm. Ouais, il y a pas de mauvaise surprise, comme moi j'ai eu d'ailleurs. Mais bon. En fait, il y a toujours une mauvaise surprise, en vrai, parce que certes, c'est capé, mais si, comme je disais, Microsoft te dit, tu as trop consommé, donc demain, tu fais rien. Il y a pas une entreprise que je connais qui va dire, bon, bah, demain, c'est journée de paiement en bac à Microsoft, on a trop consommé hier. Donc, on Mhm. va devoir sortir de la situation de crise. Pour sortir de la situation de crise, c'est pas compliqué. Tu fais pause, tu fais start, tu arrêtes le service, tu redémarres le service. Ton ardoise est effacée, tu as été facturé en one shot Mhm. de ta surconsommation. Ouais. Ça, c'est pas complètement déconnant. C'est plutôt parce que Microsoft nous a rendu service. La machine, normalement, la VM, ce qui se passe dans le monde d'avant, ta VM, elle était à 100% de CPU, 100% de RAM, et ton traitement avait planté. Donc, tu le relançais le lendemain, et puis tu faisais quelque chose, tu faisais intervenir un développeur. Pour peu que tu ne savais pas t'en sortir, tu appelais un consultant qui venait, qui te coûtait 1000 balles de plus, qui venait, qui regardait, il coupait le traitement en deux, tu avais perdu une journée, et tu relançais. Donc, il n'y a pas de monde. Microsoft n'a pas inventé la machine qui donne gratuitement de l'unité de traitement. Ça, c'est pareil. Mhm. Ouais, donc j'allais dire, suivant les solutions qui sont implémentées dans l'entreprise, c'est encore de l'empirique. On voit ce que ça donne avec ce que l'on veut faire et après on agit, quoi. Enfin, après on voit s'il y a des actions à donner, quoi, derrière. Et là, on est en train de se dire qu'on se rassure aussi parce qu'effectivement, on fonctionne en capacitaire et donc on connaît le prix à l'avance et a priori, il n'y a pas tant de mauvaises surprises que ça. Maintenant, moi, j'ai aussi un client là en ce moment où on est aussi sur un produit jeune, donc on est aussi sur une plateforme qu'on a besoin de tester. Et sur Fabric, tu vas aussi avoir la possibilité, si tant est que tu veuilles le faire, de faire du paiement à la consommation. Et moi, j'ai un client qui, justement, n'a pas envie de s'engager sur du capacitaire et de se dire, OK, je ne connaîtrai peut-être pas les coûts, je vais continuer à allumer et à éteindre quand j'en ai plus besoin. Mais pendant un temps donné, ça va me permettre de voir en fait ce que je dépense vraiment. Et après, peut-être, j'irai sur quelque chose de plus sécurisé, quoi. Mhm. Donc, tu as vraiment les deux.
fonctionnement. Et tu peux séparer, j'allais dire, tout ce qui est One Lake, le conserver et éteindre le reste, entre guillemets. Non, ta donnée disparaît si tu éteins ta capacité. Non, non, le stockage est en effet séparé du compute. Les capacités, elles payent, c'est surtout le compute que tu payes, clairement. Ouais, parce que le stockage, c'est comme point de le reste, quoi. Ton point de terminaison, vu qu'il est payé à part, ton point de terminaison DFS, lui, il est toujours accessible, capacité éteinte. D'accord. Ok, bon. C'était quoi ta mauvaise surprise du coup? Tu m'as intrigué. Tu dis que tu as eu une mauvaise surprise, mais Ah oui. qu'est-ce que tu as fait, Richard? D'ailleurs, c'est de ta faute. Ah ben, celle de Christopher, tu veux dire, c'est ça? Non. Non, parce que j'ai suivi ta formation sur LinkedIn. Excellent. Et donc, j'ai ouvert mon fabrique et j'ai oublié de le fermer. Ah bah, ça c'est. Ah oui. Et tu avais provisionné un F quoi? Oh, je sais plus. Un F2, je crois. Enfin, j'ai pas, Ah bah, pas été- F2, ça va, Ça c'est va. 300 € par mois, ça va. Ouais, c'est Même ça, pas, ouais. 200. Bah oui, mais Microsoft donne tellement peu au MVP pour pouvoir tester Azure que. Mais dis-toi que pour la petite blague, moi, j'ai un client une fois qui a essayé la fonctionnalité de synchronisation des bases SQL sur Synapse Analytics qui provisionne un SQL Data Warehouse, un Synapse pool dédié, sans savoir vraiment ce qu'il était en train de faire. Donc ça synchronisait bien. Par contre, quand il a vu la note au bout, sachant qu'il avait vraiment fait suivant. Donc c'est pas une spécificité de fabrique Oui. d'Emma et des services, que ce soit des Databricks, que ce soit n'importe quel cluster, que tu allumes une VM, que tu n'éteins Oui. pas. C'est la même histoire. Et Bien, bah donc, écoutez. Oui. juste pour que ça soit clair, du coup, en termes de pricing, c'est simple. La seule chose que tu achètes, c'est des capacity units et du stockage. Oui. Et après, soit tu les payes Sauf que mensuellement, tu peux tu les es réserver. incapable de prédire à l'avance combien tu vas les Tu es capable utiliser, de. Tu achètes un F2, tu l'achètes en réservé en plus pendant un an si tu veux. Et si tu le réserves pendant un an, tu as 40% de. J'ai l'impression d'être commercial Microsoft. Tu m'embauches, Christopher, après. Tu as 40% de moins cher. Et si jamais tu ne l'éteins jamais, tu sais combien tu vas payer. C'est fixe. Oui. Donc, c'est comme si tu me disais, j'ai une VM, je ne sais pas si je vais avoir du CPU disponible ou pas. Je vais dire, bah, non, tu ne sais pas. Personne n'a jamais su faire ça, en fait. Il y a pas dit. Donc, on est passé au pay as you go. Tu vas encore dire que je m'énerve tout seul, mais on est passé au pay as you go. Les gens n'étaient pas contents parce que quand tu lançais ton traitement qui processait 4 Tera parce que tu avais fait une erreur dans ton code, tu avais une note de 300 € qui tombait. Et puis maintenant, on remet une couche un peu de capacitaire et on n'est pas content parce qu'on n'est pas capable d'estimer. Et alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne veulent pas faire la même erreur que Richard, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser le l'essai gratuit de Fabric. Si vous ne l'avez pas déjà utilisé, vous avez Fabric gratuit pendant 60 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et la deuxième solution, et moi je l'ai déployé sur un certain nombre de nos environnements en interne, oui, parce que même si on est employé Microsoft, notre équipe paye sa consommation Azure. Parce qu'il faut bien payer les collègues qui, eux, rackent des serveurs. Et en fait, j'ai un petit script, c'est un Azure Automation, qui passe toutes les heures et qui, si c'est une F64, la réduit à F2, puisqu'on a besoin pour certaines fonctionnalités d'avoir une F64, pour certaines démos. Et puis, toutes les 8 heures, va éteindre la capacité. Comme ça, on ne laisse pas traîner une capacité tout le week-end alors qu'on sait qu'on ne travaille pas. Voilà. Et c'est assez simple à faire avec un Azure Automation Account. Même si vous ne connaissez pas grand-chose à Azure Automation, il y a 4 litres de PowerShell. Il y a un blog post, j'ai oublié, je crois que c'est un MVP qui l'a publié, qui explique ça. Tu n'as même pas besoin du blog post. C'est dans la galerie PowerShell. Maintenant, il y a le PowerShell. Il y a juste 2 paramètres, suspend, start, et puis c'est bon. Le ressource ID du Fabric Capacity, et puis c'est tout. Ah ben voilà, encore mieux. Et peut-être qu'un jour, Microsoft sortira un autopause ou un truc comme ça, ce serait bien ça. Il faut que les MVP en parlent, il faut que les MVP remontent l'information au gros produit, on ne sait jamais, ça peut faire des miracles.
Good Ah, il y a feedback. des gens, Comme il y a il des dit. gens mieux connectés hein, que les MVP. Bien, sur ces paroles, vous n'avez rien d'autre à rajouter? C'est bon? Moi, j'ai quand Bien. même une question, Richard. Tu as dit du coup que tu n'étais pas développeur SSIS, mais est-ce que tu es développeur BizTalk? Pas du tout. Est-ce que tu es Ah non, développeur moi, tout court? Non, je vous l'ai dit, je fais des travaux, je fais du béton, je fais de la peinture, etc. J'étais là par hasard, quoi. Bien, bah écoutez, merci beaucoup, et puis à une prochaine fois, et puis bah, on vous retrouve sur l'addition tous les mois normalement. Merci à vous, merci Christopher, et à la prochaine. Ciao tout le monde. À la prochaine. Salut. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez venir discuter de cet épisode sur notre serveur Discord devdevdev.net/discord ou nous envoyer des messages sur notre compte Twitter devdevdev.net tout en lettres. Alors, à très vite.